Bonjour QG Solidaire en direct toujours de mon salon pendant cette période de confinement. Soyez les bienvenus. On est en ligne avec, normalement, de chez lui, Alain Bénichou, qui est médecin anesthésiste, réanimateur à la retraite. Bonjour, monsieur Bénichou, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, je vous entends parfaitement, Guillaume. Merci de prendre le temps. Alors, vous êtes consultant pour le groupe Elsan, deuxième groupe privé d'établissements de santé. Vous avez construit beaucoup d'hôpitaux, dont 10, je crois, en Chine. Vous avez une agence qui s'appelle IMC, International Medical Consulting. Vous avez fait l'IHU de Marseille, où il y a le professeur Raoult. Donc, vous êtes bien informé. C'est pour ça que je me permets de vous joindre pour vous poser des petites questions. On voit tellement de choses sur Internet. Je voulais avoir l'avis d'un expert, de quelqu'un qui connaît bien ce qui se passe en ce moment. Et avoir votre avis là-dessus, si vous voulez bien répondre aux questions. Sans langue de bois, on va vraiment vous poser tout ce qui arrive sur Internet, d'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez de... on voit beaucoup de choses tourner. J'aimerais commencer par ça parce que c'est vraiment ce qui intéresse les gens. Parce qu'on reçoit beaucoup de choses sur WhatsApp, sur Facebook, des news comme quoi, sur les Buzyn, notamment sur la ministre de la Santé avec son mari, Monsieur Lévy. Il y a une espèce de chronologie que tout le monde s'envoie avec des dates. Est-ce que je peux vous en dire certaines et sans rentrer non plus dans des trucs de complotisme, etc. Parce que il y a le complotisme de bas étage, il y a aussi les gens naïfs et il y a peut-être les gens au milieu qui se posent juste les questions de est-ce que c'est vrai qu'ils font chacun en fait finalement leur vérité. Est-ce que vous voulez bien que je vous cite les dates et vous me confirmez ou vous m'infirmez ce que je vous dis? On va essayer. Il y a marqué sur cette chronologie que tout le monde reçoit en ce moment. Le mari d'Agnès Buzyn, Monsieur Lévy, participe à l'inauguration du laboratoire P4 à Wuhan, donc laboratoire spécialisé dans les virus dangereux en gros. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le mari de Madame Buzyn, le deuxième mari, puisqu'elle en est à son deuxième mari, le premier était le fils de Simone Veil, le deuxième mari, Monsieur Yves Lévy, est patron de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Et effectivement, il semblerait que, alors je ne sais pas s'il a inauguré le labo, mais en tout cas, il est en étroite relation avec le laboratoire à Wuhan. Le monsieur que vous venez de citer, le mari d'Agnès Buzyn, s'est fâché avec Didier Raoult, le fameux monsieur avec les cheveux longs, le fameux docteur à Marseille de l'IUH. Voilà, l'homme Ça c'est vrai, juste avant. Ben écoutez, en tout cas, ils sont pas très amis tous les deux. Et d'une part parce qu'il y en a un qui dirige l'INSERM et qui est l'organisme reconnu par l'État, mais comme étant peut-être celui le plus pointu et tout à fait près des instituts comme Pasteur, etc. Et il y a les instituts hospitalo-universitaires qui ont été créés aussi par l'État puisqu'ils ont des subventions et qui sont un peu les concurrents, j'allais dire, de l'INSERM, qui sont un peu le poil à gratter de l'INSERM. Et pour Didier Raoult, on peut dire que lui, c'est plus qu'un poil à gratter, puisque non seulement il est brillant, mais en plus, il n'a pas les mêmes façons de procéder que l'INSERM, et il arrive à des résultats. En tout cas, c'est lui qui est spécialisé dans la virologie et dans les infections. Voilà, donc ces instituts... Vous êtes en train de dire que lui, c'est vraiment de quoi il parle. Écoutez, c'est pas parce qu'on a les cheveux longs ou des lunettes roses qu'on n'est pas sérieux. Voilà. Donc, je pense que c'est une des sommités internationales dans son domaine et qu'il est fortement crédible dans la mesure où il a apporté des preuves de l'efficacité de son traitement, qui n'est pas, bien sûr, c'est pas une efficacité à 200%, mais il a prouvé que la charge virale était diminuée au 6e jour, lorsqu'on donnait le traitement par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine au début de la maladie. Il est évident qu'il ne faut pas le donner lorsque les malades sont en réanimation. Mais il a prouvé, et d'autres papiers l'ont suivi, puisqu'il y a des papiers qui sortent actuellement en Chine, en Corée du Sud, et on applique maintenant, non seulement dans ces pays-là, en Italie, et depuis hier, on autorise en France, enfin, nous les Gaulois, ça vient toujours en dernier, même si nul n'est prophète en son pays, vous savez. Et donc, voilà, donc on accepte maintenant... Ça a été autorisé, juste pour vous couper, ça a été autorisé dans plein de pays, la chloroquine. On a le spécialiste mondial de justement du coronavirus, etc., qui est le docteur Raoult, ici chez nous. Et pourtant, c'est autorisé dans tous les pays, sauf vraiment la France qui a mis beaucoup plus de temps. Il y a un truc qui est un peu bizarre, et ça, c'est vraiment le plus important. J'aimerais que vous me disiez si c'est vrai. Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé, a classé dans les substances vénéneuses la chloroquine le 13 janvier, la faisant passer en fait finalement sous ordonnance et donc avec ça monter les prix.
alors qu'elle était en vente libre depuis 50 ans. Est-ce que c'est vrai? Et pourquoi elle a fait ça juste avant? Oui, C'est très bizarre, non? Honnêtement, sans être complotiste, c'est chelou. alors, ça peut être interprété de deux façons. Soit il y a un conflit d'intérêts avec son mari, et que ça, ça peut être une interrogation. Mais la deuxième chose aussi, c'est que, bien sûr, la chloroquine ou la nivaquine, si vous voulez, quand vous allez dans un pays à forte valence de paludisme, on prend en prophylaxie, on prend de la nivaquine 3 jours avant de partir, ou quelques jours exactement, Pour et le un mois paludisme, au retour pour éviter d'attraper la maladie. c'est les maladies avec les moustiques, hein, pour expliquer le paludisme, c'est ce que Voilà, c'est ça. Le paludisme, c'est la maladie, voilà. C'est la maladie qui est transmise par les piqûres de moustiques dans les pays humides et tropicaux. Et donc, si vous voulez, ça, c'est une interprétation. La deuxième interprétation, c'est qu'elle a peut-être eu peur qu'il y ait trop d'automédication et que les médecins prescrivent trop largamanu ce médicament et qu'elle a voulu éviter des surdosages. Donc, on peut lui savoir gré que à ce moment-là, mais il n'était pas utile de classer cette substance comme médicament vénéneux. Elle aurait très bien pu le faire encadrer avec une ordonnance Bisone, par exemple, vous voyez, comme les stupéfiants et tout ce qui est toxique. Alors, donc ça, c'est quand même. Est-ce que vous trouvez ça, enfin, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Vous comprenez que les gens se posent des questions quand on voit les news tourner sur Facebook, sur WhatsApp, quand on reçoit ça. Et c'est vrai qu'on trouve ça bizarre que la ministre de la Santé ait un rapport avec son mari, dans la même ville, les laboratoires, etc. Il faut se mettre à la place des gens et c'est vrai que c'est étonnant. La chloroquine, ça coûte que 10 centimes le cachet, c'est ça? C'est très peu cher. Bah oui, alors peut-être que c'est pas assez cher. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, c'est vrai que aussi Didier Raoult est entouré par une équipe de chercheurs qui sont tous des gens de grande renommée et qui sont pointus. Et ça n'est pas l'IHU de Marseille hospitalise des gens, travaille dans leur laboratoire sur des virus depuis de nombreuses années et qu'ils ont publié. Ils sont reconnus internationalement. Il n'y a que les Parisiens qui ne veulent pas reconnaître les Marseillais. Vous savez, c'est PSG-OM. Il y a le professeur François Perron, c'est dans la liste des trucs qu'on reçoit sur WhatsApp. J'ai imprimé ce mail pour vous dire vraiment, c'est le truc que j'ai reçu à maintes et maintes reprises comme tout le monde. Je l'ai imprimé pour le demander à M. Bénichou. Le professeur François Perron révèle il y a quelques jours sur LCI que le stock de chloroquine de la pharmacie centrale française a été pillé. C'est vrai ça? Absolument. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais il n'y a plus un comprimé de plaquenil dans les pharmacies aujourd'hui. Et alors, il faut reconnaître aussi qu'il y a... Vous savez, le plaquenil et l'hydroxychloroquine, le premier qui a été un fervent et un adepte, c'est Monsieur Donald Trump. Ensuite, d'ailleurs, Donald Trump a ouvert l'hydroxychloroquine aux États-Unis et le roi du Maroc a acheté des stocks d'hydroxychloroquine en France. Et nous, on n'en a pas et on attend. Les laboratoires Sanofi attendent un feu vert du gouvernement pour pouvoir remettre en production. Alors, il y a un truc. Monsieur Christian Estrosi, le maire de Nice, s'est soigné lui-même à la chloroquine et il n'a pas demandé au gouvernement, il a appelé Sanofi pour faire livrer de la chloroquine aux hôpitaux de Nice. C'est vrai ça? Écoutez, je pense qu'il est capable de ça. Pour le connaître un petit peu, Monsieur Estrosi, je pense qu'il est capable de ça. Et c'est quelqu'un qui a du discernement. Et la question que je voulais poser aussi, c'est si par hasard Brigitte Macron, vous savez, vous voyez de qui je veux parler, Brigitte Macron. Oui, je vois qui c'est, comme tout le monde. Si Brigitte avait des signes de fièvre, de courbature, de petites difficultés respiratoires, est-ce qu'Emmanuel lui s'abstiendrait de lui faire donner du plaquenil? Je ne crois pas. C'est très clair en tout cas. Alors, j'avais une autre question avant de terminer aussi, mais pourquoi, en étant à seulement, on va dire, début, entre guillemets, c'est en train d'exploser maintenant, la vague, comme il l'appelle, arrive, pourquoi on n'a pas, depuis quelques jours, mais d'ailleurs j'ai l'impression qu'on n'en a jamais eu, de masque FFP2 qui coûte pas si cher que ça pour un État ou même pour un particulier? C'est quelque chose qui coûte, je crois, moins d'1 € si je dis pas de bêtises. Pourquoi on n'en a pas du tout eu et pourquoi l'État n'a pas du tout prévu de stock de ce genre de masque?
contrairement aux autres pays? Écoutez, c'est la revanche de Roselyne Bachelot. Je dois avouer que personnellement, je trouvais aussi qu'elle en avait fait trop à l'époque de H1N1. Mais finalement, force est de constater qu'elle avait raison. Et il faut reconnaître que ceux de nos jours et d'après Bachelot n'ont pas anticipé, en particulier Marisol Touraine qui nous a fait, qui a fait beaucoup de bruit pour rien lorsqu'elle était au ministère. Et aujourd'hui, ceux qui y sont, c'est identique. Ce sont des gens qui ont peur de leur ombre et qui ne veulent pas prendre de responsabilité parce que demain, donc on n'a pas anticipé. Par contre, si on voulait avoir des masques demain, il y a des avions qui sont prêts à décoller de Hong Kong, et ça je vous le dis en toute connaissance de cause, ils sont prêts à charger en Chine, à Shanghai ou en Inde et à nous amener des tonnes de masques en France. Qu'on libère la réglementation, et si M. Véran ne sait pas comment faire, bien qu'il me téléphone et qu'il s'adresse à moi et je lui dirai comment on peut faire pour affréter des avions cargo. Pourquoi ils accélèrent pas là, sur tous ces trucs-là? On est en pleine pandémie, il y a des gens qui décèdent, pourquoi ça s'accélère pas? Vous expliquez ça comment, vous? Je pense qu'on est dans de l'idéologie aujourd'hui et qu'il y a tellement de conseils et tellement de gens qui, je vous dis, qui ont peur de leur ombre et ils font en ce moment un pas en avant, 3 pas en arrière. On écoute des journalistes qui font des brèves de comptoir, mais on n'écoute pas les vrais spécialistes. Alors concernant les masques, moi je vous confirme qu'il y a possibilité de s'approvisionner en masques, en Chine en particulier, et que si la réglementation est changée, on a la possibilité de le faire. Mais simplement, il faut la volonté politique. Alors, j'ai 3 petites questions avant de terminer. Les cliniques privées ont des lits apparemment libres, de la place, et pourtant on prend des gens qui sont malades à Mulhouse, on les emmène dans des avions à Toulon, dans des avions militaires, etc., dans des trains, d'ailleurs, depuis hier ou avant-hier, je ne sais plus, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi il y a des places libres dans des cliniques privées et qu'on ne les utilise pas pour les réanimations? Alors, je vous ai dit, j'ai encore mon idée là-dessus. C'est un peu de l'idéologie, puisque ce matin, on a Frédéric Valtou, qui est président de la FHF, donc Fédération Hospitalière de France, du public, qui était interviewé, qui dit effectivement, on travaille en lien avec le privé, mais avec 10 jours de retard. Alors, on ne comprend pas pourquoi la déprogrammation elle a été faite dans les hôpitaux, dans les cliniques, et qu'on n'utilise pas les cliniques aujourd'hui, parce que il y a même des gens qui disent, oui, mais dans le privé, ils vont facturer plus cher. Voilà, c'est dans l'esprit des gens. Parce qu'en France, on a toujours pensé que le public était mission de service public et le privé n'en était pas. Ce qui est complètement faux. Parce que on a tous été élevés à l'assistance publique. Nous sommes tous des enfants de l'assistance publique. Les infirmières viennent des écoles d'infirmières, qu'elles aillent travailler dans le public ou dans le privé, elles viennent des mêmes écoles d'infirmières qui sont des écoles qui sont au sein des hôpitaux. Et sauf que j'allais vous dire, on a fait appel à la SNCF. Pourquoi ne pas faire appel aussi aux Gilets jaunes? Ce serait super. Ce sont des gens très bien, les gens de la SNCF. Ils assurent le service public. Après ce qu'on a eu comme grève, finalement, parler un peu de la SNCF, c'est très bien. Mais je vous dis, on va peut-être faire venir les Gilets jaunes pour venir à la rescousse de notre gouvernement et montrer qu'on est très ouvert et que la société va bien. Mais c'est vrai, c'est intéressant de vous entendre parler, mais c'est vrai que ça ne nous explique pas pourquoi on est aussi lent avec tout ça en France. Il faudra peut-être changer, il faudra peut-être prendre des gens de la société civile plutôt que des politiques et peut-être changer notre ministre de la Santé. Dernière question, si vous voulez bien. Non, mais si vous me permettez, dans les choristes, il y avait action-réaction. On ne peut pas dire qu'en France aujourd'hui, face à cette maladie, on fasse de l'action-réaction. On se gargarise, le Jérôme Salomon, l'Édouard Philippe, l'Olivier Véran, et puis finalement, on dit peut-être que le président n'est pas d'accord. Enfin, on va où là? On va où? J'ai une dernière question avant de vous laisser partir, si vous voulez bien. Là, on se rend compte de choses qui ne vont pas. Vous l'avez dit, Roselyne Bachelot à l'époque avait commandé des masques. Là, on a peut-être à l'époque trop pris au sérieux le truc. Cette fois-ci, pas assez. Moi, j'aimerais avoir votre avis à une question qui intéresse tout le monde. C'est est-ce que vous pensez que d'autres virus, avec cette mondialisation incessante, ces avions partout, machin, est-ce que vous pensez que d'autres virus de ce type-là ou plus agressifs pourraient arriver et revenir dans les 5 à 10 ans à venir?
Alors, vous savez, la santé, on n'a qu'à reprendre un peu en arrière. Si vous reprenez depuis la fin du XXe siècle et le début du XXIe, on a quand même, enfin même du XIXe, il y a eu tellement le secteur de la santé est attaqué de toutes parts par des virus, par des contagions. Vous avez la peste, vous avez le choléra, vous avez la grippe espagnole, vous avez tout ça. Donc évidemment que l'on va connaître, avec les modes de transport et de contamination qui vont très vite, puisque les gens se déplacent de plus en plus, en particulier tout ce qui viendra de l'Afrique. Tout ce qui viendra de l'Afrique, parce que ça, on a peut-être vu que la partie émergée de l'iceberg, et que toutes ces grandes infections, à cause du fait que les gens, regardez, à partir de Mulhouse, cette réunion-là qui a eu lieu, qui a contaminé, qui s'est disséminée, les moyens de transport font que les gens ramènent des microbes et des virus, et que de force... Ben oui, donc de toute façon, et puis je vous dis, en Afrique, il y a énormément de maladies qu'on ne connaît encore pas et qui vont nous arriver. Donc, ce qu'il faut, et c'est ce que je prône, c'est que l'on donne les moyens. Il ne s'agit pas seulement d'applaudir les médecins à 20h le soir, il faut les applaudir tout le temps et surtout leur donner des moyens et les payer à leur juste valeur. Vous avez des chercheurs qui sont payés avec un lance-pierre, des gens qui travaillent à l'Institut Pasteur jour et nuit, qui sont payés, je ne veux pas parler par rapport aux footballeurs et à tous aux rugbyman qui sont pas productifs, hein, en dehors du fait qu'ils ramènent de la pub et de l'argent dans les chaînes de télé, mais il faut reconnaître que les soignants, les infirmières, les aides-soignants, tous les gens qui travaillent dans le milieu de la santé méritent qu'on leur tire notre chapeau, et parce qu'ils font un travail au péril de leur vie. Moi, j'ai des amis à moi qui ont été contaminés, ne serait-ce par une piqûre d'hépatite, parce qu'il n'y a pas que le corona. Quand on travaille en réanimation, quand on est piqué par quelqu'un qui a une hépatite virulente, on peut en mourir. Moi, j'ai un ami qui est mort à 30 ans parce qu'il s'est fait piquer. Il s'est piqué parce que, et quand on travaille au bloc opératoire avec une personne, on ne sait pas qu'elle est séropositive, qu'elle a le sida, ben vous l'endormez, quand vous le piquez, vous pouvez vous inoculer le sida. Donc on est quand même une profession exposée, et il faut, nous sommes, les médecins sont des professions à risque, encore plus maintenant dans les banlieues, avec tous les phénomènes de zones de non-droit, et donc il faut absolument qu'on donne les moyens à la santé en général, pas seulement les médecins, à tout ce qui touche à la santé, il faut donner les moyens de notre politique. Merci beaucoup, c'était très clair de A à Z. On a eu un monsieur Bénichou qui nous a dit les choses, et merci vraiment d'avoir pris le temps. Je vous rappellerai peut-être, du coup, en fonction de comment ça évolue, vous nous donnerez votre avis, puisque vous êtes vraiment franc et ça fait du bien. Merci beaucoup, Alain Bénichou, d'avoir pris le temps d'être dans le QG, passer dans le QG. Le plaisir a été partagé, Guillaume. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.